Alors avant de parler de l'exposition en elle-même, je vous propose d'évoquer déjà la figure de Marie-Antoinette en elle-même, la figure historique. J'ai pris volontairement deux images assez contrastées de Marie-Antoinette. C'est le portrait de Madame Vigée-Lebrun, montré au salon en 1788 à Paris. Et puis alors, au dernier moment, ils ont décidé de retirer le tableau parce qu'on avait peur que le tableau suscite pas l'enthousiasme voulu. Et du coup, je crois qu'il y avait une blague qui circulait comme quoi en fait l'endroit vide où on devait exposer le tableau, c'était la place du déficit ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, et puis à droite, alors c'est ce dessin qui a longtemps été attribué à David. Vous en parlez dans l'exposition, mais a priori il ne l'est plus. Hein, je pense non, c'est un peu une légende, oui, ouais. Bien sûr. Mais le dessin existe. Hein. Le dessin existe, il est au Louvre. Hein. Oui, il est au Louvre. Alors on ne sait pas si c'est un élève de David ou si c'est vraiment un faux, c'est-à-dire un dessin qui aurait été attribué à David, fait plutôt dans les années 1820, 1830. Voilà. Il y a deux thèses sur ce dessin. Alors juste sur le fait de la faire à la conciergerie, ça paraît évident. Est-ce que ça a été facile de faire ça là C'est la conciergerie qui a voulu cette exposition. Voilà, qui vous l'a commandé. Parce que, évidemment, à la conciergerie, Marie-Antoinette est en quelque sorte in situ. Hein. Voilà. Elle y a passé ses 76 derniers jours. C'était absolument normal de restituer, et c'est ce que je trouve est plutôt réussi dans la scénographie de l'exposition. À la fois, on le voit là... Nous, on appelle ce passage un peu le couloir de la mort. Hein. Alors voilà, j'allais le dire parce que je pense que c'est très sombre. Tout ce qui est sur l'éclairage et ainsi de suite. Quand on entre dans l'exposition, on a, on se dit oh là là, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Et puis on en voit beaucoup à la fin. Et alors je trouve qu'il y a un travail sur l'éclairage qui est vraiment phénoménal. On a travaillé effectivement avec la scénographe qui s'appelle Véronique Dolphus, qui est vraiment très talentueuse, sur à la fois la présence de la scénographie, ce mur, qui porte les documents, les images tout au long de l'exposition, et qui en même temps laisse voir. Et donc ce couloir de la mort, oui, c'est l'entrée dans l'exposition, c'est ce qui est consacré donc à donc le premier chapitre, c'est la conciergerie. Voilà, la conciergerie, à la présence de Marie-Antoinette dans ces lieux. Et c'est là aussi où Marie-Antoinette va couper ses cheveux. Hein. Cette chevelure qui était à la fois un symbole de Marie-Antoinette, à la fois de sa beauté, si vous voulez, et aussi de sa douleur. Hein. Et donc, ces cheveux vont être de façon très importante diffusés dans des reliquaires tout au long du 19e siècle. Donc, à partir de la conciergerie, c'est intéressant de montrer qu'il y a eu une production d'images. Et puis alors, il y en a même eu après, parce que je suis tombé sur ce tableau au musée de Karlsruhe. Et donc c'est Marie-Antoinette à la conciergerie, c'est sous-titré La Prière. Alors là, on est un peu dans ces images postérieures dont vous parlez. Ce sont des tableaux parce du 19e. Parce qu'on voit bien qu'elle a les cheveux gris, là, on a l'impression que, non, je sais pas, on la sent... Moi, j'ai l'impression, on a presque l'impression elle écoute de la musique du Gluck avec ses écouteurs là. Ah ouais, c'est peut-être pas le chef-d'œuvre de la peinture française du 19e siècle, mais donc c'est au musée de Karlsruhe. C'est un des intérêts de l'exposition, faut le dire. Bon là, je me moque un peu, mais ça présente une hétérogénéité d'images qui est tout à fait intéressante. C'est-à-dire que vous avez aussi bien la grande peinture d'Élisabeth Vigée-Lebrun qui est célébrée dans le monde entier, que des petites gravures, des croûtes un peu, je dirais un peu de ce genre-là. Et ça n'y est pas à l'exposition. Et puis, mais on en a aussi, parce que c'est intéressant d'avoir ces images. Moi, je les trouve fabuleuses parce que intéressant. Notamment ce qui est fait. Et puis on passe vers le cinéma, vers le manga, la bande dessinée. Donc ça circule les types d'images. Quand on les rapproche, notamment, ça dit beaucoup de choses, évidemment, sur le culte de Marie-Antoinette, qui passe par des images très différentes. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on essaye de montrer, notamment dans la fin de l'exposition, on y viendra. Hein. C'est la façon dont Marie-Antoinette est revenue depuis une trentaine d'années. C'est pas la femme contre-révolutionnaire. C'est pas la Marie-Antoinette de la Révolution ou contre la Révolution. C'est pas la Marie-Antoinette de la conciergerie. Même si évidemment l'idée de la fin tragique porte encore beaucoup d'émotions et d'identification à Marie-Antoinette. C'est la reine de Versailles, ou contre Versailles, si vous voulez, qui est revenue aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus la Marie-Antoinette en grand habit, ou la Marie-Antoinette à la rose, que vous voyez là, Alors oui, justement, qui est revenue aujourd'hui. Au fond, vous avez Marie-Antoinette en grand habit, qui a un portrait qui est au musée de Versailles, au musée d'histoire de Versailles. Et en même temps, vous apercevez que c'est pas un faux, mais c'est une copie. Oui. C'est la première copie, c'est N+1. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir que
tout ça rentre dans un phénomène de série, ça se reproduit énormément. Il est très difficile de déterminer l'exemplaire unique, qui est l'œuvre unique. Aujourd'hui, Marie-Antoinette en Grand Habit, c'est dans un musée américain, donc il était évidemment impossible de la voir, ça coûtait trop cher. Mais justement, sur les prêts, vous avez des choses que vous regrettez. Par exemple, celui-ci, vous n'avez pas pu l'avoir, donc il est hors production. Alors voilà, celui-là, c'est un tableau, ce Marie-Antoinette à la rose, donc 1783, c'est un tableau qui fait scandale à l'époque, parce que là c'est vraiment la volonté, c'est ce travail de cordée entre Marie-Antoinette et Élisabeth Vigée-Lebrun. Et Marie-Antoinette veut s'émanciper de la figure traditionnelle de la monarchie, des reines, et donc elle va poser complètement différemment. Donc vous savez ce double portrait à la rose, d'abord en Gaule, le premier que vous avez montré, voilà, c'est celui-là qui précède, qui est montré au salon de 1783 et qui fait scandale, parce que une reine ne doit pas être habillée comme ça. Elle est trop sexy, quoi. Voilà, c'est trop léger. C'est complètement à l'encontre de l'habillement monarchique. Il n'y a plus du tout les symboles de la monarchie. Il n'y a pas la couronne, il n'y a pas la fleur de lys, il n'y a pas le dais, qui doit. Donc elle est totalement affranchie de la tradition monarchique. Donc le tableau fait scandale. Le seul symbole qu'elle a, c'est donc cette rose qui est une sorte d'alter ego. Alors la rose est un symbole de la féminité depuis longtemps, mais le fait d'élire la rose comme seul symbole, comme alter ego de la reine, c'est véritablement une sorte de provocation qui est lancée par Marie-Antoinette. Et avec cette complicité qu'elle a avec sa peintre, une provocation qui est lancée à l'image traditionnelle de la reine. Vigée-Lebrun va proposer tout de suite une image qui fait scandale aussi, mais qui est un petit peu plus acceptable, même si cette robe est quand même très décolletée. Oui, elle est là aussi pas du tout. C'est pas du tout le grand habit qu'on voyait sur l'autre image. Les critères habituels d'une reine. Voilà. Et donc cette image, elle est à Versailles, donc on n'a pas pu la voir, mais effectivement, c'était intéressant si vous remontrez ce qui est dans l'exposition, de travailler cette image comme une série. Et donc c'est pas très important d'avoir le vrai. Ce qui est important, c'est d'avoir le motif, si vous voulez, et de pouvoir le travailler en l'agrandissant. Et on a la suite après. Et puis on cherche pas, on triche pas. Quand on monte cette image, on dit pas c'est le vrai tableau. On dit voilà, c'est un agrandissement, ça se voit. Et après, ce qui est intéressant, c'est évidemment le travail que vous voyez au fond, c'est-à-dire la façon dont ce motif va être repris dans l'iconographie jusqu'à la peinture d'aujourd'hui. Ce motif de Marie-Antoinette à la rose est véritablement devenu iconique. Et traverse l'histoire de l'art jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à devenir aujourd'hui c'est peut-être la représentation la plus diffusée au monde, sous toutes ses versions. Voilà. Et juste pour terminer là-dessus, puis on passe au chapitre suivant. C'est vrai que Madame Vigée-Lebrun a fait pas mal de portraits. Ça a été la première peintre de la reine. Et alors on voit très clairement, quand on s'intéresse à la série de portraits officiels qui a été faite de Marie-Antoinette par Madame Vigée-Lebrun, que on a cherché à forger une image de Marie-Antoinette, notamment du fait sans doute de son impopularité. Je vous ai montré tout à l'heure en préambule Marie-Antoinette avec sa famille, parce que là on voulait mettre en avant la mère de famille. Ici c'est une Marie-Antoinette plus intellectuelle, reine de France mais au livre, et Madame Vigée-Lebrun en a fait deux au livre. Donc ce qui rend aussi, je pense, totalement pertinent le parti pris de l'exposition de la Conciergerie, c'est que on nous montre la suite des images de Marie-Antoinette, mais elle-même de son vivant, à travers sa peintre officielle, a cherché à moduler son image, à proposer en effet quelque chose. Et comme vous le dites, ça n'a pas vraiment marché. Ça a peut-être été justement peut-être une erreur Disons que c'est plutôt que c'est réversible. C'est-à-dire que tout ce que fait Marie-Antoinette peut être interprété. Ça lui a autant nui que tout ce que fait Marie-Antoinette peut être interprété de deux manières. Et donc, en fonction de l'amour qu'on a pour le personnage, on l'interprétera soit pour, soit contre. On peut y voir. C'était absolument scandaleux dans la perspective d'un courtisan de Versailles en 1780, au milieu des années 1780, qu'une reine de France élève ses enfants. C'était pas du tout la tradition. La tradition, c'était que les enfants étaient élevés par la maison de la reine et pas du tout par la reine. Donc c'est un coup de force. Quand Marie-Antoinette décide d'élever elle-même ses enfants, c'est la première reine de France à le faire. Vous faites ensuite deux salles qui s'opposent et se complètent évidemment. Et ces deux salles, il y en a une sur la façon dont
on a forgé, on en a déjà parlé finalement, l'image de Marie-Antoinette martyre sous la Restauration, et de l'autre côté, vous avez l'image de Marie-Antoinette du côté républicain. Voilà, enfin, en tout cas, vous avez ce phénomène avec Marie-Antoinette. La série est infinie, hein. Et donc là, ça forge véritablement la légende républicaine, hein, la morgue au cœur de ce petit tableau, de ce petit dessin. Plutôt, vous avez cette morgue aristocratique, hein, ce refus du peuple. Hein, c'est véritablement ça qui choque tellement les républicains. C'est cette façon dont le peuple est méprisé par la reine, et inversement, dans la tradition monarchique et dans la tradition contre-révolutionnaire, vous avez la populace, la régression barbare du peuple sans culotte, hein, qui se réjouit du martyre de la reine, qui se réjouit de la douleur, de l'humiliation infligée à la femme dans la charrette, hein, ce peuple qui entoure la charrette. Juste un tout petit truc que je tiens à dire, c'est que dans d'autres expositions, on n'aime pas confronter les œuvres pour des raisons notamment de dimension. On cherche une harmonie d'accrochage. Moi, je trouve ça fabuleux ici d'avoir mis justement un grand tableau, des petits tableaux à côté. Ouais. C'est le côté hétéroclite des images. C'est vous montrer. Et puis surtout, ça rapproche des choses. Plutôt que les mettre dans des salles séparées. Là, en fait, vous regardez les trois et vous verrez la même scène représentée 3 fois. Et là, vous verrez qu'en effet, c'est 3 images presque différentes. C'est 3 interprétations du même moment historique. Donc ensuite on avance. Alors il y a un petit passage sur Marie-Antoinette au cinéma. D'un côté des explications, des affiches, et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté une salle de projection. Et là, alors ce que je trouve super, c'est que vous avez mis tous les titres des films. On aurait pu en mettre plus, il y en a une centaine, mais c'est les 32 films importants, disons. Voilà. Donc là, on sent qu'il y a l'histoire du cinéma qui voulait pas laisser alors, ça de côté. c'est même, je dirais, le cœur de l'exposition. Hein. Exactement. C'est le moment, le moment central un petit peu de l'exposition, cette salle de cinéma, parce que effectivement, le cinéma a eu la passion de Marie-Antoinette, surtout la période de muette, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant, et donc on peut vraiment, il y a beaucoup de documents qui viennent de la Cinémathèque française. Marie-Antoinette est une véritable star, hein, une star de cinéma. Elle est d'ailleurs présentée comme telle dans les revues populaires sur les acteurs, Ciné Magazine, Ciné pour tous, Ciné Monde. C'est moins l'actrice qui joue Marie-Antoinette, même si ça compte, qui est présentée, c'est Marie-Antoinette comme star de cinéma, véritablement une star avec tout ce que ça peut avoir, un côté diva, capricieux, et puis en même temps une sorte de beauté, de grâce, de glamour. Hein. Il y a eu une véritable captation de l'image de Marie-Antoinette par le cinéma. Donc 9 extraits qui sont passés. Alors, des fois il y en a qu'un dans certaines expos ainsi de suite, mais là en plus on peut se faire un bon moment de cinéma et ça c'est super. Je crois que vraiment la grande force de l'exposition, c'est ce côté un peu multifocal. Vous avez des objets, vous avez des gravures, des photos, vous avez de l'art contemporain, des œuvres anciennes, vous avez du cinéma. J'ai rarement vu une exposition qui mélangeait autant les choses, mais qui les mélangeait juste pas pour dire que voilà on va vous montrer tout et n'importe quoi pour que ça plaise à tout le monde. C'est qu'encore une fois il y a une vraie ligne directrice derrière ça. Il y a un parti pris scientifique, historique. Et bon, j'ai souvent dit du mal de ce manque de rigueur scientifique à la Contre-Expo pour que là, je puisse quand même en dire du bien. Alors, les dernières salles, on va aborder l'ultime image de Marie-Antoinette. Vous avez alors, il y a un premier chapitre sur, d'une part, l'image de Marie-Antoinette par le corps et puis par des parties du corps, sorte de métonymie. Donc c'est la chevelure, c'est le corps lui-même. La tête coupée, vous en avez parlé. La chevelure, le corps, oui. Donc là, c'est la zone de la chevelure. Là, il y a une grande section en 3 parties. Alors la chevelure, on montre à la fois ces boucles dont je parlais tout à l'heure, hein, ces reliquaires, et puis Marie-Antoinette s'est passionnée pour les cheveux, hein, pour les coiffures. Elle avait son célèbre coiffeur, hein, Léonard, qui lui fabriquait des coiffures à sa demande, et donc elle a lancé des modes. Marie-Antoinette a un peu inventé la haute couture, hein, si vous voulez. Elle lance des modes en faisant travailler, les modistes, les couturiers, ici les coiffeurs. Et elle va lancer notamment la mode de ces coiffures à pouf, notamment une célèbre qui s'appelle la coiffeur à la Belle Poule. À la Belle Poule, c'était un navire français qui avait gagné un combat naval contre un navire anglais. C'était pas si courant à l'époque, et Marie-Antoinette a voulu rendre hommage à la marine française, hein, à la marine royale, et s'est fait installer une maquette de la Belle Poule dans les cheveux, hein. Et donc c'est à la fois
quelque chose qui a, là on retrouve la réversibilité. Ça a été ça a lancé une mode. En même temps, on en a beaucoup moqué, on s'en est beaucoup moqué. Voilà, une reine qui est complètement excentrique, dépensière, qui avec ses coiffures extravagantes. Puis alors les 2 derniers chapitres, alors là on est vraiment dans le dépassement de l'image lors de ces dernières décennies. Vous avez toute une salle voilà, où donc vous ça parlez... c'est pourquoi Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Marie-Antoinette est revenue? Il y a un revival depuis une trentaine d'années. Donc c'était intéressant de prendre un certain nombre d'images symptômes. Alors on en a choisi disons 2 principales que vous voyez ici réunies. À droite, c'est le manga. Ce manga de Ryoko Ikeda en 1972 qui s'appelle La Rose de Versailles. C'est la première fois que Marie-Antoinette revient comme ça. C'est-à-dire, je dirais une jeune femme d'aujourd'hui presque, une jeune femme émancipée, une jeune femme qui vit ses amours, qui vit aussi comme elle l'entend, à l'écart de Versailles, dans son petit monde de Trianon, une jeune femme qui s'est recréé un monde à elle. Et c'est, je pense, la Marie-Antoinette qui est revenue aujourd'hui. Et bon, ce qui incarne ça de façon absolument manifeste et qui va avoir un succès mondial, c'est d'abord Ryoko Ikeda, La Rose de Versailles, et puis le film de Sofia Coppola, voilà, Marie-Antoinette en 2006 avec Kirsten Dunst. Et c'est exactement ça le film. C'est comment est-ce que à l'intérieur du pouvoir des hommes, du pouvoir versaillais, du pouvoir de la gloire monarchique française, une jeune femme va découper son monde à elle. C'est ça Marie-Antoinette pour Sofia Coppola, et on peut dire c'est ça Marie-Antoinette aujourd'hui. C'est cela qu'essaye de montrer l'exposition à la fin. L'art de la mode d'aujourd'hui se réapproprie Marie-Antoinette, mais en travaillant sur des images très contemporaines. C'est exactement comme ça d'ailleurs que se finit l'exposition, par un grand sorte de grand défilé, de podium, de toutes ces robes qui ont été créées par les grands couturiers depuis. Ça commence, je crois, en 1996 avec Lagerfeld, jusqu'à il y a une trentaine de défilés où Marie-Antoinette est présente, où il y a une identification très forte avec des mannequins aussi connus que Kate Moss, Madonna. Voilà, il y a toute une forme d'identification à Marie-Antoinette qui en fait une véritable icône de la mode d'aujourd'hui. C'est à la fois rendre hommage à Marie-Antoinette, puisque de son temps, elle a été on peut dire qu'elle a inventé la haute couture, et en même temps c'est comme c'est toujours ces idées de série, quoi. Un motif va se retrouver rejoué par toutes les époques différentes, et aujourd'hui évidemment ça a une dimension, une signification complètement différente. Ça en fait une sorte d'icône pop kitsch, un petit peu mode, qui est d'ailleurs pas du tout indifférente à la consommation commerciale. Voilà, parce que le dernier chapitre, c'est Marie-Antoinette est véritablement un produit d'appel. Voilà, un produit d'appel pour vendre Marie-Antoinette à l'heure de la société de consommation. Pour vendre tout et n'importe quoi, des boîtes de chocolat jusqu'aux robes de Dior. Vous avez comme ça tout un échantillonnage de l'image de Marie-Antoinette qui dit beaucoup de la société d'aujourd'hui, tout simplement. Donc ça nous a paru assez intéressant, cette vitrine que vous voyez là, qui est à la fin. Une sorte de sélection. C'est une sorte de boutique, de musée à l'intérieur de l'exposition, si vous voulez. Vous allez retrouver la boutique de la conciergerie, il y aura à peu près les mêmes choses. Nous, on le met en perspective de façon assez ironique. Là, on s'est permis une petite ironie. C'est ça, être critique aujourd'hui. C'est mettre de façon un peu ironique en abîme dans l'exposition ce à quoi finalement sert Marie-Antoinette aujourd'hui. Ça sert à vendre. Ça sert à donc voilà, on le pointe comme ça. En même temps, ça fait une très jolie vitrine. Oui, mais puis il y a une sélection d'objets fabuleux parce qu'on voit des choses complètement incroyables. Voilà, un peu kitsch, quoi. Voilà, des choses qu'on n'aurait pas dans une exposition de conservateur officiel au Grand Palais, parce que c'est des choses qu'ils veulent absolument pas faire. Alors qu'on le verrait, je sais par exemple à Vienne, pour avoir une exposition Klimt, ils terminaient l'exposition Klimt par tous les produits dérivés sur Klimt. Et c'est ça fait aussi, partie du monde l'histoire de d'aujourd'hui, l'art et l'histoire tout court doit nous porter jusqu'à aujourd'hui. Les notes de la contre-expo, parce qu'on a un invité, mais il y a les notes.
Je les explique en 2 secondes. Pertinence, c'est la qualité scientifique générale. J'ai mis 19. C'est la meilleure note de toutes les contre-expos. Non, pourquoi pertinence scientifique 19 ? Parce qu'il y a un parti pris. Il est défendu jusqu'au bout. Et tout ce qui est dans l'expo illustre ce parti pris. Et peut-être que la meilleure expo après ça, pour moi, actuellement, c'est Degas. C'est juste en dessous parce que je trouve qu'à Degas, la première salle, elle n'est pas totalement dans tout le reste du parti pris de l'expo. Donc scientifiquement, je trouve ça irréprochable. La Céno, j'ai mis 18 aussi parce que je trouve que ce qui est admirable, c'est que c'est beau. C'est beau. Et alors, ces vitrines rondes qui dialoguent avec l'architecture, les piliers ronds de ce gothique majestueux qui est celui de la conciergerie, toute la scénographie est à l'unisson en fait du lieu. Et il y a une pertinence de faire l'expo dans ce lieu-là et de la faire bien. Quand j'ai entendu parler de cette expo, je me suis dit, il y a un super truc à faire. Et franchement, je trouve que ouais, le contrat est rempli. Alors la qualité des œuvres, c'est un peu en dessous, j'ai mis 15. J'ai mis 15 parce que, voilà, alors effectivement, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Ça mériterait peut-être moins même. Mais si je mets 15... Non, mais si on voit, par exemple, ce qu'il y a au Gréco ou même à Léonard, ainsi de suite. Mais si je mets 15, c'est que les œuvres choisies servent aussi le propos. Et qu'il y a des tableaux du 19e siècle qui viennent du musée de la Révolution, où personne ne va, qui est à côté de Grenoble, hein, enfin, pas très loin de Grenoble, à Visy, voilà. Eh bien, faire venir ces œuvres-là pour illustrer le propos, c'est très intéressant. Alors, certes, c'est vrai, bon, on aurait aimé peut-être avoir le Vigée Lebrun, hein, ça aurait été bien, mais bon, Versailles n'a peut-être pas voulu le prêter. C'est pas grave, on leur pardonne. Accessibilité 16, parce que physiquement, c'est accessible, intellectuellement aussi, ça a une note globale de 17. C'est la meilleure note de toutes les contre-expos jusqu'à maintenant. Ensuite, l'autre, c'est Degas, qui est à 15, je crois. Les autres sont en dessous. Mais voilà, pour moi, l'expo, et je parle, comprenez bien, parce qu'il y a des gens que je vois nouveaux à la contre-expo, je juge une expo sur l'ensemble, la qualité, le fait qu'on soit bien dedans. À Léonard, on nous donne des coups de coude tous les 2 mètres, tous les 2 centimètres, on en peut plus. Donc physiquement, c'est épouvantable. Donc, et ils n'ont pas tenu compte de ça. Là, on a tenu compte de tout. Donc voilà, 17. Merci à vous deux d'être venus. Merci à vous. Voilà, Antoine Debec, vous entrez dans l'histoire de la contre-expo parce que vous êtes le premier commissaire qui est venu parmi nous. Donc un grand merci à vous et on espère relancer la contre-expo en mars 2020. Mais d'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes et de belles expositions à voir. En premier lieu à la conciergerie, évidemment. Bon après-midi.